Est-ce que derrière ces bases militaires étrangères, quelle activité, justement, qu'est-ce qu'on fait à côté de ce qu'on voit comme ça, la base militaire, on voit des militaires. On a l'impression que les États africains eux-mêmes n'ont pas la main mise sur les activités de ces bases militaires. Le cas, bien sûr, du Sénégal, où on risque justement d'interrompre un grand projet avec ce départ des militaires français, un projet nucléaire, bien sûr, français. Le problème du contrôle de nos États, le problème du contrôle du continent africain. Lorsqu'on a regardé les cartes, on a vu, vous allez peut-être me corriger, que finalement, jusqu'à présent, l'Afrique est toujours contrôlée par les États occidentaux. Écoutez, madame, nous, il y a des matins où vous avez le sentiment d'aborder le cœur des problèmes de l'Afrique. C'est avec beaucoup de gravité que nous abordons ce sujet ce matin. Nous devons savoir que l'Afrique aujourd'hui, c'est terrible, tout simplement, la façon dont ce continent est encerclé. Oui. Je vais vous envoyer une autre carte. Allez-y, oui. Que vous allez certainement partager avec nos... que vous voudrez bien partager avec nos... avec la technique. Avec oui. la technique. Dès que vous l'avez... je vous l'envoie. Vous l'envoyez, Le oui. problème que nous avons, c'est que ce qui se passe en Afrique est tout simplement quelque chose de terrible. Ce continent est simplement utilisé par les autres. Mais je vais insister sur un élément pour qu'on comprenne l'intérêt que l'Afrique a. Oui. Je vais expliquer brièvement comment ça communique un sous-marin. Ce sont des choses que nous devons savoir. Parce que si nous avons un projet comme celui de 10 000 élus panafricanistes, il faut savoir à quoi ça va servir tout ça. Parce qu'un sous-marin a besoin d'un certain nombre de relais qui a à la fois un certain nombre de balises qu'on a au niveau dans le milieu, dans l'environnement marin. Et vous avez également des relais à terre. C'est tout le problème de Rufisque. Okay. Et c'est depuis 1970 que Rufisque sert de relais de communication aux sous-marins français. Mais pas seulement. Et il faut également, je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de dispositifs plus récents, comme par exemple les câbles, les fibres optiques qui desservent un peu le monde. Donc, je vous ai envoyé cette autre carte. Oui, vous allez voir comment la l'Afrique réalisation. est Oui, voilà. Donc, quand vous regardez ça, regardez les pays qui sont en Afrique. En fait, chacun fait tout simplement chacun fait en Afrique son marché. Ouais. Je vous parlais de l'île de Sainte-Hélène qui est en face de la Namibie. C'est là où Napoléon a été enfermé. C'est là où il est mort. Par les Anglais. Donc, regardez un continent. Mais quand vous regardez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est des pays vraiment et que c'est des États? Regardez. Là, c'est une carte de 2002, je crois. Et la source, c'est Control Risks Research. Donc, quand vous avez ça, vous voyez que il y a en Afrique tout le monde, sauf les Africains. L'Afrique, c'est un gâteau. Il y a tout le monde, sauf les Africains. Et vous voyez bien, et là, on n'a même pas tout mis, parce qu'au nord du Maroc, vous avez les 3 enclaves de l'Espagne. Au nord du Maroc. Bon, beaucoup d'Africains ne savent pas qu'il y a 3 enclaves espagnoles au nord du Maroc. Il y en a 3. Ceuta et Melilla est l'enclave la plus connue, mais il y en a 3. Donc, quand vous ajoutez la présence de l'Espagne au nord du Maroc, sur la Méditerranée, vous constatez très bien que, finalement, en Afrique, il y a tout le monde sauf les Africains. Et ça, c'est les problématiques que doivent affronter les dirigeants africains. Comment font-ils pour imaginer qu'ils vont enlever tous ces drapeaux s'ils ne s'unissent pas? Ouais. Comment ils vont faire? Comment vont-ils y arriver? Parce que ceux qui ont tous ces drapeaux, observez bien la liste qui est à droite. Pour l'essentiel, c'est des pays de l'OTAN. Observez bien, c'est des pays de l'OTAN ou leurs amis.
Nous devons, et vous regarderez que sur la liste de droite, là, vous avez à peine 2 pays amis. Oui, la Russie entre autres. Vous avez la Russie, vous avez la Chine, qui ne sont pas là de façon offensive. Oui. Bon, on peut, comme Djibouti est l'espèce de comment dire, c'est le bouillon où tout le monde se retrouve, donc on va pas tellement s'arrêter sur l'Arabie Saoudite, la Belgique et tout, qui sont là-bas. Mais observez que l'Afrique est contrôlée par tout le monde. Tout le monde vous a présenté le Botswana, par exemple, comme... alors là, c'est un exemple de développement en Afrique. Le nouveau président vient de dire qu'il a 50% de taux de chômage et qu'il demande aux Américains de partir. Donc, quand on a ça, ce qui est le plus important pour les Africains à comprendre, c'est quoi? C'est qu'en fait, toute cette présence, pour l'essentiel, c'est des relais, c'est pour les relais de communication des armées de tous ces pays. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que pour qu'un sous-marin puisse communiquer, qu'il soit nucléaire ou pas, il y a un certain nombre de balises en mer, il y a les bases militaires dont il y a des relais terrestres. Et vous voyez que, par exemple, dans le cas de la France, tout à l'heure, on a montré comment les bases militaires étaient le long de l'Atlantique Nord. Vous avez aujourd'hui les câbles, les fibres optiques qui s'y sont mêlés et qui ont donc un certain nombre de points de présence à travers le monde. Et n'allez pas croire que les seuls points noirs là ça c'est les points officiels pour le grand public. Maintenant, pour les gens qui sont dans les télécoms et qui sont dans les armées, il y a un certain nombre de points perdus au milieu de la mer et qui sont en réalité les points de captage, de relais des signaux. Donc on capte le signal et on le retransmet. Et vous avez des choses comme les plateformes pétrolières qui sont utilisées, mais vous avez des plateformes spécialisées uniquement pour les transmissions de télécommunications et qui sont disséminées à travers le monde. Personne ne sait ce que vous trouvez une plateforme là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et non, c'est pas une plateforme pétrolière. Ils ne pompent pas du gaz. C'est juste une plateforme de télécom. Et les sous-marins, justement, ont besoin de ces plateformes pour le relais de leurs signaux. Et vous comprenez pourquoi certaines zones sont très disputées. Toutes les zones où il y a le pétrole offshore sont très disputées parce qu'en fait, on en profite pour faire d'une pierre deux coups. On a la plateforme qui permet d'avoir le pétrole et on a en même temps là le relais de communication. Et vous avez donc toutes ces bases. Regardez comment on encercle. La France s'assure que l'Atlantique Nord est bien occupée. Elle est bien présente. Ça lui permet d'avoir le relais pour tous ses sous-marins, pour ses armées, pour les navires de guerre, etc. Et les systèmes de satellites permettent donc de balayer tout ça. Et vous comprenez pourquoi, si vous mettez fin au franc CFA, c'est un problème. Quand vous regardez cet autre cas, vous allez voir que les pays qui ont les armes nucléaires ont besoin de contrôler toute l'Afrique parce qu'à partir de l'Afrique, vous pouvez envoyer vos missiles intercontinentaux très facilement partout. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a peur de l'Afrique. L'Afrique, vous êtes pratiquement au centre du monde, vous envoyez beaucoup plus facilement partout. Mais ça, c'est une attitude guerrière. Les Africains, eux, c'est pas comme ça qu'ils voient le monde. Le monde en termes de nous sommes présents, nous pouvons envoyer les armes aux autres, nous pouvons envoyer les missiles aux autres. C'est quelle façon de faire? C'est pas humain. Mais c'est ça le monde auquel nous sommes. Donc quand vous voyez, je vous rappelle une chose, vous êtes journaliste, Madame Siké. La démission du président Nixon a commencé par 3 mots dans un petit journal de province. 3 petites lignes dans un petit journal de province et de fil en aiguille, le président des États-Unis est tombé. Cette affaire sur laquelle les Français ne veulent pas communiquer comme il le faut, c'est-à-dire rassurer, calmer, négocier, discuter et essayer de s'assurer que il protège un des secrets qui ont des décennies. Au lieu d'envoyer des flibustiers totalement incompétents venir raconter n'importe quoi sur leurs médias, il faut qu'ils se calment un peu, qu'ils rassurent, qu'ils voient les patrons de ces chefs d'État, des chefs de ces États qui discutent avec eux. Le président Faye, tout le monde en parle. Mais c'est un chef d'État. Il a accès à des secrets que le grand public n'a pas. Tout à fait. Il peut y avoir des choses qui peuvent le choquer. Tout à fait. Et vous n'avez aucune idée de ce que son prédécesseur lui a dit.
Mais les conversations entre un président sortant et un président entrant... Il y a des dossiers qu'on... Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a des dossiers qui ne sont traités qu'à la présidence. Oui. Donc les autres là, ils sont des hommes politiques, mais ils ne sauront jamais de quoi il est question. Qu'est-ce que Macky Sall a dit à Diomaye Faye en partant? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Quelles sont les informations de niveau présidentiel exclusives qu'il lui a données? Moi, je crois que nous n'avons cessé de dire nous attendons de l'action de ce président. Nous voulons qu'il fasse des choses, de ce président, qu'il aille vite. Mais en même temps, nous savons que, pris par les affaires, il faut qu'il structure bien sa stratégie. Maintenant qu'il a le pouvoir, hier, il n'avait pas le contrôle de l'Assemblée. Donc, on le comprenait. Maintenant qu'il a le contrôle de l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs, il faut qu'il fasse quelque chose. Le problème, c'est que, vous voyez ce qui se passe, madame, le départ des Français brise la chaîne de communication de la dissuasion nucléaire française. Et en brisant la chaîne de communication, le maillage qui permettait de faciliter cette dissuasion, ça crée un problème terrible. Ce d'autant plus que les canaux sont partagés avec l'OTAN et avec les États-Unis. Parce que, croyez-moi, la France ne serait pas en train de se battre pour tout faire s'il ne s'agissait pas simplement de sous-traiter une exigence américaine. Donc, nous devons aujourd'hui, nous les Africains, savoir que l'heure est vraiment beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine. Elle est tellement grave que beaucoup d'Africains croient que, comme ils vont aller prier, ça va arranger les choses. Moi, je ne sais pas si les prières arrangent les choses. Je sais que les gens réfléchissent, analysent, formulent des stratégies, les implémentent, et maintenant ils peuvent appeler de l'aide surnaturelle qui pourrait arriver pour les aider à atteindre leurs objectifs. Mais ce n'est pas prier qui crée des objectifs ou formule une stratégie. Si nous, Afrique, ne s'unit pas, on ne s'en sortira pas. Si l'Afrique ne s'unit pas, vous avez vu la carte, vous avez vu comment l'Afrique est encerclée. Si on ne s'unit pas, on ne va pas s'en sortir. Et on risque même, quand je dis s'en sortir, je suis gentil, on risque même de rentrer à la traite négrière parce que ces gens-là ont besoin que l'Afrique reste dans sa situation actuelle pour qu'eux, ils continuent à vivre. Sauf qu'ils se trompent. Parce que quand vous avez 1,5 milliard de personnes, mais vous ne pouvez pas maintenir 1,5 milliard de personnes indéfiniment sur votre coupe, même si vous utilisez les médicaments et les vaccins, ou l'eau, ou les aliments. Un moment va arriver où vous serez obligé de reconnaître qu'il n'est pas possible que le 1,5 milliard et 2,5 milliards, 3 milliards en 2050, c'est-à-dire dans 25 ans à peine, il ne sera pas possible que ces gens-là, vous puissiez les contrôler indéfiniment. Et les contradictions internes du système vont faire imploser l'Occident si l'Occident continue dans ce sens-là. Et nous, les Africains, malheureusement, si on ne fait pas attention, on va faire traîner cette implosion-là. Ouais. Il y a plusieurs générations qui vont encore... Pourtant, c'est le moment de foncer pour l'Afrique. C'est le moment. Oui. Au lieu que le président dise, par exemple du Sénégal, le président Faye dise non, il faut que l'AES et la CEDEAO s'allient. Non, il entre dans l'AES. Même s'il parle de réformes au sein de la CEDEAO. Non, oui. Ça me rappelle les batailles des réformes qui pourraient... Non, ça n'est pas de réforme. Quelle réforme? Qu'est-ce que signifie le mot réforme? Des réformes qui pourraient voilà, faire en sorte que les États africains, du moins que l'Occident, n'ait plus la même mise sur la CEDEAO. Je parle sous le contrôle du politologue. Réforme veut dire qu'on ne change pas les bases. Je mens. Tout à fait. Mais quand vous ne voulez pas changer les bases, comment vous êtes dans une incommensurabilité totale avec l'AES. C'est un paradigme qui n'a rien à voir avec un autre. Et c'est ça la question de l'incommensurabilité. Donc, il n'est pas question de réforme, il est question de transformer la CEDEAO. Et il n'y a que deux choses à faire. Soit le reste de la CEDEAO devient un État ou une confédération au moins comme l'AES, et dans ce cas, il y aura donc deux États qui vont collaborer. Soit la CEDEAO, toute honte bue, mais grâce à des gens courageux, et j'espère que Diomaye Faye peut en avoir le courage, décide de rejoindre l'AES et de dire c'est vous qui avez raison, on s'est trompé, ce n'est pas grave. J'espère que le président Mahatma qui vient d'arriver au Ghana fera un petit effort dans ce sens-là. Parce que le président Tinubu, lui, il fait chanter
P-Square par l'armée française. Je ne sais pas très bien ce qu'ils cherchaient là-bas, mais on espère que le président Mahatma faisait quelque chose. Parce que si le président Mahatma suit l'AES, ainsi que le président du Sénégal, croyez-moi, ça va faire basculer la CEDEAO. Et ce n'est que ça qui va nous sauver. Lorsque nous disons depuis des années, Mme Siké, qu'il faut au moins des États sous-régionaux, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais vous voyez que les cartes que je vous ai montrées ce matin, que vous avez analysées, nous avons analysées ensemble, vous avez vu que ce n'est pas des cartes que les gens connaissent. Tout à fait. Mais il faut que les gens connaissent ça. Parce que quand ils connaissent ça, ils ont une idée claire de ce qui se passe sur ce continent et de la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce que nous faisons là. Qui n'est pas contre quelqu'un, qui est pour quelqu'un. Imaginez un seul instant que l'Afrique s'unisse. Au fond, si l'Afrique s'unit, la dissuasion nucléaire française n'a plus d'intérêt. Ce sera contre qui? La Russie. Mais si l'Afrique est unie, mais l'Afrique, elle ne va faire la guerre à personne. Elle ne va pas aller faire la guerre à la Russie. Donc, elle ne va pas permettre qu'il y ait toutes ces bases militaires, que l'Afrique soit encerclée, ça n'existera plus. Si ça n'existe plus, ça apporte la paix dans le monde. Donc, votre dissuasion nucléaire n'a plus d'intérêt. Ce qui veut dire que la France va économiser beaucoup d'argent, beaucoup de vies, va s'épargner beaucoup d'erreurs et beaucoup de logorées inutiles, et finalement, elle va consacrer beaucoup plus de ressources à se développer réellement. On n'imagine pas à quel point le panafricanisme d'aujourd'hui est une opportunité pour le monde. C'est une opportunité pour l'humanité tout entière. Parce que si les Africains sont unis, eh bien, peut-être, je sais pas, 3 ou 4 ou 5 millions d'Africains qui sont en France pourront expliquer aux Français que les Africains ne sont pas contre eux, aux Anglais que les Africains ne sont pas contre eux. Et les 60 millions d'Américains noirs expliqueront aux Américains, aux autres Américains, que personne en Afrique n'est contre eux, mais que nous sommes pour l'Afrique et nous sommes pour le développement et la sécurité de l'Afrique. Et nous veillerons à ce que cette sécurité soit assurée. Et elle sera assurée avec ceux qui voudront discuter courtoisement et respectueusement avec nous, ou alors ils iront se chercher, aller se cueillir des oranges sur Mars. Parce que cette Afrique nouvelle qui arrive, elle est extraordinairement ferme. Elle est sympathique, elle est gentille, elle est à l'écoute, mais elle est extrêmement rigoureuse et elle est ferme, absolument. Elle n'a l'ambition de ne s'attaquer à personne. Et le président Faye, ce qu'il fait là, ce sont des prémices qui ne sont pas encore tout à fait structurées comme on le souhaiterait. Mais ce sont des prémices. Ce que le président Déby a fait, Mahamat Déby, en disant aux Français de partir, c'est des prémices. Ce que les présidents de l'AES ont fait, faire partir les forces étrangères, créer l'AES, c'est les prémices de cette Afrique-là. Et cette Afrique, elle ne sera pas du tout une Afrique qui permettra qu'un seul drapeau flotte sur le continent africain, en dehors des ambassades. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas des autres. D'ailleurs, ils n'ont jamais voulu de nous. Mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais c'est simplement parce que on va appliquer des choses qu'ils ont souvent fait chez eux. Que disait Mitterrand? Faites comme chez vous, chez moi. Ça veut dire, quand vous êtes chez lui, vous vous assurez que ce soit chez lui. Vous soumettez. Donc, tous ceux qui voudront travailler avec les Africains, dans ce genre de disposition où on exploite le territoire africain pour faire fonctionner des systèmes d'armement qui sont contre l'Afrique. Parce qu'au fond, les gens peuvent penser que cette dissuasion nucléaire était beaucoup plus contre l'URSS et la Russie. Allez savoir si elle ne signifiait pas plutôt que c'était pour faire peur aux Africains. Parce qu'il y a deux choses qui marchent ensemble. Tout le dispositif militaire français, ainsi que le franc CFA. Ça va de pair. Le seul endroit au monde où tout cela fonctionne en symbiose parfaite, c'était où? C'était pas contre la Russie, c'est contre l'Afrique. Donc, tout ce bavardage, tout ce tralala, et ça c'est peut-être la chose la plus importante que je voulais dire ce matin, tout le tralala sur la dissuasion nucléaire, qui donnait le sentiment pendant des décennies que ça s'appliquait à la Russie, à l'URSS puis à la Russie, en fait le dispositif de dissuasion nucléaire s'appliquait à l'Afrique. Personne n'avait envie de dire ça, mais ça s'appliquait à l'Afrique. Et donc, aujourd'hui,
Nous devons savoir que le moment est venu pour les Africains de comprendre réellement quelles sont les menaces auxquelles nous faisons face. Les menaces auxquelles nous faisons face, c'est par exemple la dissuasion nucléaire française. C'est-à-dire la possibilité que la France bombarde l'Afrique de nouveau. Elle l'a fait pendant la traite négrière, elle l'a fait pendant la colonisation, elle l'a fait pendant les guerres d'indépendance. Que la France bombarde l'Afrique avec une bombe nucléaire. C'était ça. Et c'est ça qui faisait que tous nos chefs d'État ne disaient jamais rien. Ouais. Comment pouvez-vous expliquer que pendant une soixantaine d'années, des gens quand même bien formés, plutôt durs, parce que Pour la plupart, bien durs. sûr. Comment pouvez-vous expliquer que pendant tout ce temps, ils n'avaient rien à dire? Qu'est-ce qu'on leur racontait quand ils arrivaient au pouvoir? Il y a une bombe, il y a des bombes nucléaires, il y a des sous-marins lanceurs d'engins nucléaires qui sillonnent les eaux africaines. Les bases militaires leur servent de relais de communication. Si vous vous amusez, on détruit vos villes avec une bombe nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'était pour protéger 500 milliards d'euros via le franc CFA chaque année. Ça n'a jamais été contre la Russie, contre l'URSS ou la Russie, parce que de toute façon, la France ne peut pas faire la guerre contre la Russie. Ça a toujours été pour ce que la France considère comme son avenir. Maintenant, on commence à comprendre les concepts. L'Afrique est notre avenir. Mais comment un président européen peut-il dire l'Afrique est son avenir? Ça veut dire que depuis toujours, la doctrine de la dissuasion nucléaire, c'était pour dire, vous restez tranquille parce que nous, on doit continuer à piller chez vous. C'est dur à entendre, après des décennies, mais il a fallu que des jeunes gens arrivent aujourd'hui, observent le monde et se demandent qu'est-ce que c'est que cette histoire dans laquelle on a un seul continent où la monnaie et l'armée sont si intimement liés dans l'intimidation d'un peuple, le peuple africain. C'était ça. Et je crois que le président Faye, s'il n'avait peut-être pas encore totalement perçu quel était le problème, mais j'en doute, je crois qu'il l'a perçu et il a dû frémir en se disant, est-ce que lui, Faye, il veut entrer dans l'histoire comme étant ça? Et je crois donc que là, il doit savoir qu'on l'a compris et qu'il y a toute l'Afrique qui souhaiterait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il appelle les autres. Et les premières choses pour qu'il aille jusqu'au bout, c'est par exemple qu'il sorte, si la CEDEAO traîne, qu'il laisse les histoires de réforme, qu'il rejoint l'AES. Parce que tout le discours qu'il tient semble être un discours qui est beaucoup plus proche du discours de l'AES que du discours de la CEDEAO. De la CEDEAO. Donc, il y a cette contradiction. Effectivement. Vous parlez comme la CEDEAO, comme l'AES, vous parlez comme l'AES, mais vous êtes toujours dans la CEDEAO. Il y a quand même un problème. Donc, je crois que c'est ça, en fait, les fonds du problème. Comment communiquent les sous-marins nucléaires? Comment étaient utilisées les bases militaires qui étaient dans nos pays et comment sont utilisés tous les réseaux de télécommunications qu'il y a dans nos pays, les plateformes pétrolières et ainsi que tout cela. Voilà les questions de fond qu'il faut se poser et il faut aller chercher pourquoi est-ce que l'Afrique est encerclée telle qu'on l'a vu.